Alors bonjour à toutes et à tous, je remercie, comme il est d'usage, la conférence catholique des baptisés francophones de Nantes, tout particulièrement Claude Besson qui m'ont invité, et je dis ici ma profonde amitié pour ce que vous faites, les groupes autour d'Atsoupa et Christine Bedotti, pour faire vivre un catholicisme dans la modernité. Comme l'a dit la personne qui a introduit le colloque, vous osez le savoir, vous reprenez la belle devise d'Emmanuel Kant, sapere aude, donc qu'est-ce que les Lumières, oser le savoir, ce qui vaut mieux que partir de ses préjugés ou de ses idées préconçues pour comprendre notre monde et aussi le monde académique. Alors on m'a confié une tâche impossible, puisqu'on m'a demandé de faire l'histoire d'un concept dans le monde académique, le concept de genre, depuis 40 ans, donc c'est pas possible, hein. Il faudrait qu'on se réunisse en séminaire pendant tout un semestre au moins pour y arriver, hein, tellement c'est foisonnant. Vous n'avez ni le temps et moi je ne peux pas faire ça, donc aujourd'hui je ne prétends pas à l'exhaustivité, je ne prétends pas vous expliquer tout sur le genre, tous ces courants, toutes ces branches, toutes ces controverses théoriques. Je vais essayer de partir de ce que je suis, un doctorant en sciences humaines et sociales, un doctorant en histoire, partir de mon bagage académique, des outils que j'emploie, et essayer de vous dire, hein, qui est aussi sur le mode du témoignage, comment moi je comprends le concept de genre et pourquoi, en tant que jeune chercheur, j'ai éprouvé le besoin de l'utiliser. Car aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux, garçons, femmes, filles, enfin, nous utilisons ce concept de genre. Nous ne le faisons pas parce que nous suivons un agenda politique, nous ne le faisons pas parce que nous poursuivons un but idéologique, nous le faisons parce que ça nous paraît académiquement intéressant, heuristiquement porteur. Et c'est ça que je voudrais chercher à faire passer. Alors, dans un tout petit premier point, s'il faut être scolaire, je voudrais revenir sur le passage des études féministes ou des études sur les femmes aux études de genre, qui s'est produit dans les années 70-80 aux États-Unis, un peu plus tardivement chez nous. Alors, ça fait bien longtemps que dans les sciences humaines et sociales, on étudie la place des femmes, la condition des femmes. Autrefois, on disait la femme au singulier, souvent. Évidemment, ça questionne l'humanité depuis très longtemps, et depuis que les sciences humaines et sociales se sont organisées, on a de nombreuses études qui portent sur les femmes et les hommes. Mais la question a fait évidemment l'objet d'un investissement particulier dans nos sociétés au moment des années 60-70, lorsque, après le premier féminisme, alors le premier féminisme, c'est souvent le suffragisme, celui de la fin du 19e siècle, celui des suffragettes, des femmes qui voulaient accéder à l'égalité politique. Après l'entre-deux-guerres, les sociétés occidentales sont marquées par d'autres problèmes et les mouvements féministes s'essoufflent. Et dans les années 60-70, on a une nouvelle vague de mouvements féministes qu'on appelle des féministes de la deuxième vague, une nouvelle génération. Vous les connaissez, c'est la génération de la pilule, c'est la génération des combats du MLF qui s'organise dans les années 70 en France et dans toutes les sociétés occidentales à peu près au même moment. Et cette génération de féministes, surtout celles qui sont des intellectuels, des universitaires, vont chercher à transformer leurs questions, leurs questionnements en un champ d'études. Donc du coup, au début, on est passé de l'étude des femmes aux études féministes. Donc durant les années 70, dans le champ académique, dans le champ des savoirs académiques, on cherche surtout à comprendre pourquoi il y a une place subordonnée qui est faite aux femmes. Pourquoi les ressources, l'argent, le temps, se distribuent de manière inégale dans à peu près la plupart des sociétés entre hommes et femmes. Pourquoi les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes possibilités sociales, scolaires, accès aux mêmes métiers, accès aux mêmes ressources? Donc du coup, cette première génération a constitué ce qu'on appelle les études féministes. À ce moment-là, on veut comprendre la place, et on parle beaucoup de la condition faite aux femmes. Il y a une devancière intellectuelle, c'est bien entendu Simone de Beauvoir, qui, avec son gros ouvrage théorique, Le deuxième sexe, en 1949, et dans le monde francophone, un peu la grande intellectuelle qui va marquer toute une génération de femmes et d'intellectuels. Alors nous, en histoire, à ce moment-là, on était surtout sur une problématique qui était faire sortir les femmes du silence de l'histoire. Nous, en histoire, c'était un peu différent, on cherchait surtout à montrer que les femmes avaient une histoire,
que les femmes n'étaient pas que les secondes des hommes, ou que les femmes n'étaient pas que les femmes des rois. Elles avaient une histoire à elles, des espaces sociaux à elles. Donc, dans les années 70, on avait les études féministes. Les études féministes utilisaient à loisir le terme femme, le terme homme, le terme sexe. Et à un moment, on a senti la nécessité de basculer, d'utiliser un autre concept, le concept de genre. Alors, ça a eu lieu dans les années 60-70 aux États-Unis, un peu plus tardivement dans les années 80-90 chez nous en Europe, et c'est ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est mon deuxième point. Pourquoi on a senti le besoin de séparer dans l'analyse, dans la réflexion, le sexe biologique, le sexe du genre, le rôle social, le sexe construit. Donc deuxième point, la différence entre genre et sexe. Alors, c'est facile à comprendre, j'imagine que vous êtes documenté avant de venir ici. Le sexe, c'est la donnée anatomique, c'est la dimension anatomique de la personne, c'est son identité sexuelle. Le genre, ça serait plutôt son rôle social, un sexe social. Donc si c'est un sexe social, c'est un sexe construit, c'est un sexe historiquement construit qui peut varier selon les espaces, selon les temps, selon les sociétés. C'est assez facile à comprendre, à vrai dire. Mais pourquoi on a séparé sexe et genre? On n'a pas fait que... parfois on utilise cette image, et ça a été pas mal utilisé. Alors le sexe, ça serait comme le crochet du porte-manteau, et puis le genre, ça serait le vêtement qu'on pose dessus. Ça permet un peu de comprendre. Mais on ne fait pas que distinguer dans l'analyse, et c'est ça que je voudrais faire passer ici. Quand on fait des études de genre, on ne fait pas que distinguer dans l'analyse sexe et genre. On va au-delà. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on s'aperçoit qu'à peu près partout, dans toutes les sociétés, nous avons une bicatégorisation. Une catégorisation en deux. On a une binarisation entre le masculin et le féminin, entre la féminité, entre la masculinité. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment la bicatégorisation produit toujours de la hiérarchie. Comment classer en deux, c'est souvent hiérarchiser entre un inférieur et un supérieur. Et ça nous permet de sortir de l'impasse dans laquelle s'étaient mises nos devancières, des études féministes, qui étudiaient souvent que les femmes. Et puis alors, dans leur questionnement, elles se sont dit, oui, mais la question des places subordonnées faites aux femmes, on ne va pas la résoudre en étudiant que les femmes, la féminité. C'est un problème social, donc il faut qu'on envisage le problème du côté des femmes comme du côté des hommes. Du côté des femmes comme du côté des hommes, et la relation entre les deux, entre femmes et hommes, c'est peut-être ce qui est plus important, en réalité, que savoir la place qu'on fait aux femmes. C'est pour ça qu'on a éprouvé de passer du sexe au genre, pour comprendre comment classer, c'est hiérarchiser. Alors, pour nous, historiens, il y a une femme qui est très importante, une intellectuelle américaine, qui est professeur à Princeton University, John Scott. Alors John comme Jeanne d'Arc en anglais, J-O-A-N, et Scott, S-C-O-2-T, qui va dire que le genre, gender, est un élément constitutif des rapports sociaux. Et elle va aller plus loin, c'est une façon première de signifier le pouvoir, des rapports de pouvoir. Donc là, le genre, le gender, c'est pas juste le rôle social, mais c'est bien plus largement la façon dont la société organise les rapports sociaux. Donc, étudier le genre, c'est étudier l'ordre symbolique que produisent la société et voir comment partout les activités humaines, lorsqu'on les classe entre hommes et femmes, et bien souvent, on les classe entre du positif et du moins positif, entre de l'inférieur et du supérieur. Et ça, on le retrouve même linguistiquement. Les linguistes sont très sensibles à la façon que souvent insulter, c'est associé à la féminité. Souvent insulter, c'est associé à l'homosexualité. Ça nous montre bien que, en produisant de la différence, on produit de la hiérarchie. Après tout, pourquoi dire d'un garçon qu'il est efféminé, c'est une insulte ou c'est perçu comme tel? Ça veut bien dire qu'on l'associe au féminin, et que de coup, ce féminin lui fait perdre son rang de garçon. Donc perdre son rang, ça montre bien qu'il y a une hiérarchie. Vous voyez comment le genre produit symboliquement dans les sociétés son ordre et sa puissance. Alors il y a une autre théoricienne qui est importante pour nous, enfin pour moi je l'aime beaucoup, c'est Judith Butler, qui a été tellement décriée comme la papesse des études de genre, où elle a étudié, et là on est dans les années 90, la dimension performative des études de genre, P-E-R-F
comme une performance. Pour elle, le genre n'existe pas quelque part. Il n'y a pas une essence de la féminité ou une essence de la masculinité qui serait quelque part et qu'on pourrait trouver. En fait, tout le monde joue un rôle. Nous sommes que des copies d'hommes et que des copies de femmes. On passe notre temps à chercher à coller un modèle qui nous fuit et qui n'existe pas. Et la performance, ce que font les performeurs dans les cabarets, les transformistes, nous donne à comprendre que finalement, hommes ou femmes ne sont que des pâles copies de ce que l'on ne trouvera jamais. Qu'est-ce qu'on voit lorsque l'on voit quelqu'un, un homme qui se grime en femme, qui fait du transformisme souvent dans le cabaret? Eh ben, on comprend qu'il est à la fois ni un homme ni une femme parce qu'il a trop de rouge à lèvres ou son maquillage est trop quelque chose. Donc, il nous montre en réalité que quelque part, il déplace la norme de genre. Il joue tellement la femme qu'il n'est plus femme ou qu'il est quelque chose d'autre que femme. Et elle a utilisé cet exemple, pas pour dire qu'on était tous des transformistes, mais pour nous faire comprendre que toutes et tous, on joue un rôle de genre et que ce rôle peut se déplacer au fil des sociétés, au fil du temps et selon les différentes personnes. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant qu'historien, c'est de voir comment ces rôles sociaux, qui nous apparaissent des évidences, et qui sont tellement des évidences que souvent on utilise l'idée que c'est naturel, parce que c'est, après tout, comme l'a dit Blaise Pascal, la nature, c'est qu'une forme de culture, c'est qu'une seconde culture. Hein. Donc on se retrouve tous dans cette évidence de savoir ce que c'est qu'un homme et une femme. Et en réalité, cette évidence n'est que quelque chose de beaucoup plus mouvant, quelque chose qui nous échappe en réalité quelque part. Et donc en tant qu'historien, on s'intéresse à la variabilité des masculinités et des féminités à travers les époques. Les anthropologues sont plutôt sensibles à la variabilité des identités, des rôles sociaux à travers les sociétés. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est simple à comprendre. Au XVIIIe siècle, les hommes aiment à porter des perruques pour avoir des longs cheveux bouclés. Le canon de la masculinité est très différent du nôtre aujourd'hui, même s'ils sont un peu éclatés à notre époque. Ce qui est associé culturellement à l'univers de la féminité pour nous aujourd'hui ne l'était pas au XVIIIe siècle, où les hommes aimaient se poudrer, surtout dans les classes sociales supérieures, et avoir de longs cheveux bouclés. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, petits garçons et petites filles portent des robes, parce que c'est un vêtement d'enfant. Donc on voit bien, on le sent bien, on le perçoit bien qu'historiquement, il y a une variabilité de la masculinité et de la féminité. Donc les normes varient selon le temps et se déplacent. Alors, troisième petit point, moi, c'est la façon dont je conçois le concept de genre et dont j'en perçois le genre dans mes propres travaux. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'ai éprouvé dans ma propre pratique de l'histoire le besoin d'utiliser le concept de genre, c'est parce qu'il m'apparaît un outil heuristique, un outil d'interprétation utile. C'est quelque chose qui me sert dans ma pratique d'historien au quotidien, parce que ça me permet d'interroger les évidences qui n'en sont pas. Quand on étudie la place des hommes et des femmes dans le passé, on va vite buter sur des choses comme les femmes ont toujours eu ce rôle-là, se sont toujours occupés des hommes. Les hommes sont toujours allés à la guerre. Il en a toujours été ainsi. De tout temps, les choses comme ça. Et c'est toutes ces évidences que je veux interroger à travers le genre. Alors moi, je travaille sur la jeunesse ouvrière chrétienne, qui est un mouvement d'action catholique qui est né à la fin des années 1920 en France, enfin en Belgique, qui a été importé avec beaucoup de succès en France. Et j'aime à étudier comment, comme c'est des mouvements de jeunes, on commence la JOC souvent à 14-15 ans, comment les jeunes catholiques se constituaient en tant qu'hommes et en tant que femmes dans un mouvement catholique. Et comment les normes religieuses, ce que l'on leur dit sur la place des hommes, le mariage, la théologie, Jésus, Marie, la place des femmes, les construit en tant que personnes sexuées et comment cela est important. J'aime bien étudier ça. Donc, comment les récits religieux structurent les identités de genre, et les récits religieux portent de nombreuses normes de genre. Nos traditions religieuses portent de nombreuses injonctions de genre.
Jésus est donné comme un modèle aux hommes, il est aussi donné comme un modèle aux femmes, mais il est dans l'espace public, il prêche, il se coupe de sa famille pour aller dans l'espace public annoncer le royaume de cieux. Et on dit ça aux jeunes militants pour en faire des bons syndicalistes qui iront de même dans l'usine, à leur travail, annoncer une promesse d'humanité. Pour les femmes, c'est ambigu parce qu'on va à la fois leur assigner un modèle de Jésus, en effet c'est des catholiques, comment ne pas leur parler de Jésus aux jeunes filles, mais tout de suite on va leur dire que l'autre modèle à suivre, c'est Marie. Donc, ce qui peut à la fois les emmener vers le vaste espace social, on va utiliser Marie pour les ramener vers l'espace domestique, puisque Marie, dans la tradition catholique, surtout de cette théologie mariale des années 30, 40, 50, et avant son renouveau, est encore fait de Marie quand même un peu la meilleure des mères au foyer, discrète, patiente, laborieuse et tout ça. Et donc, on voit comment les normes de genre, les injonctions de genre produisent les identités et comment les individus se les réapproprient petit à petit. Mais je ne soutiens pas dans ma thèse, et c'est là où ça devient intéressant, que la religion est la puissance d'aliénation première des individus en leur donnant des normes de genre qui les emprisonneraient. Alors, je suis à la conférence catholique des baptisés de France, vous allez me dire, oui, moi j'ai reçu une éducation catholique, j'ai pas le sentiment d'être une femme dominée et tout ça. Et ben c'est ça qui m'intéresse aussi avec le genre. C'est de voir aussi comment des normes de genre, comment des normes religieuses de genre peuvent chercher à subvertir l'ordre social aussi. Et par exemple, mes militantes de la JOC, mes militantes féminines de la JOC, car elles se sentent engagées, appelées au nom de leurs valeurs religieuses à une plus grande humanité et agir pour une plus grande justice, peuvent aller vers le féminisme parfois. Et elles peuvent subvertir les normes apprises par leur enfance. C'est parce qu'on leur a dit qu'il fallait agir en tant que bonne militante, en tant qu'imiter Jésus dans son apostolat, qu'elles-mêmes, après, dans leur pratique quotidienne, vont aller vers un désengagement politique et vont aller vers des remises en cause des normes traditionnelles de genre et des rapports traditionnels entre les hommes et les femmes. Donc, le genre, je l'utilise à la fois comme étudier ce qui est prescrit, étudier ce qui est donné comme normes religieuses aux individus, mais aussi comme ce qui nous permet à comprendre comment les individus sont dans le même temps toujours un peu aliénés et dans le même temps toujours un peu ont toujours accès à des dispositions qui leur permettent de dépasser cette aliénation. Et voyez comment c'est ambigu. En permanence, on se recrée hommes et femmes, et en permanence, on se déplace dans notre féminité, dans notre masculinité. Et c'est ça qui est intéressant dans les études de genre. C'est pas de dire il y aura plus de différence, ça va être l'indifférenciation généralisée. Non, c'est de voir comment cette bicatégorisation nous dépasse, on la construit, et en même temps, elle nous construit. Et ça touche des questions, mais qui sont formidables quand vous y réfléchissez. Qu'est-ce que l'est la liberté individuelle ? Quelle est la marge d'action d'un individu dans une société dans laquelle il naît et qui lui préexiste ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel peut être l'engagement politique ? Donc, on reviendra à la question. Donc, 2 minutes. Bon, dernier point. D'où ma surprise. Alors, c'est maintenant, voilà, je vous ai expliqué un peu ce que j'ai fait. Je pensais, ce sera ma conclusion. Ma surprise en tant que jeune chercheur, d'assister au mouvement contemporain de profonde critique et de rejet des études de genre qui vient des mouvements religieux aujourd'hui. En fait, là, dans les années 80-90, vous avez compris, le monde académique se convertit au genre. On passe des études féministes aux études de genre. Ça s'est fait dans la douceur, il y a eu quelques polémiques, mais globalement, moi, quand je suis allé à l'école normale supérieure, Anne-Marie Sonne, qui était ma directrice d'études et qui est une grande historienne des femmes, nous faisait un séminaire sur le genre. Il y avait pas de bronca dans la salle. Nous, on trouvait ça formidable. On était heureux d'expérimenter le concept. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais dans la société, ce qui est en train de se produire est complètement différent. Le passage des études féministes aux études de genre est vécu de manière très négative et suscite un mouvement social d'ampleur. Cette autre chronologie, elle est connue, elle se déploie depuis 1995 et la conférence de Pékin sur le droit des femmes, organisée par l'ONU, où le nonce apostolique observateur auprès de l'ONU à New York va commencer à publiquement prendre position contre le genre qui apparaît dans les textes de l'ONU. Pour dire l'ONU, à ce moment-là, est inquiet que la société reproduise des stéréotypes et invite tous les acteurs sociaux qui travaillent à l'égalité homme-femme de prendre en compte comment le genre se crée, comment
en anglais, on dit to mainstream gender. Comment on fait du gender mainstreaming, comment on maintient un courant dominant de normes de genre. Et depuis, ça s'est déployé. Il y a des essayistes, Peter Choyans, Tonia Natrella, Jacques Arène, Christian de Flavigny, toute une série d'essayistes qui sont pas souvent peu des universitaires, qui s'opposent aux études de genre. Après, ça a été relayé depuis 2010 par des mouvements qui ont un agenda politique désormais, Béatrice Bourges, Sens commun, la Manif pour tous et tout ça, et qui révèle qu'il y a un fort tiraillement entre l'intelligence contemporaine académique et ce que les catholiques comprennent de la personne humaine. Alors moi, je plaide pas pour une réconciliation des extrêmes. Je voudrais pas le mariage de Judith Butler et de Joseph Ratzinger, quoique, mais je pense que en tant qu'intellectuel, et là devant vous, je suis pas dans un univers académique laïque, je peux me présenter en tant qu'intellectuel chrétien. Je voudrais voir quelque part comment faire coïncider certaines conclusions des études de genre avec la tradition chrétienne. Le père Laurent Lemoine en parlera mieux que moi. Lui travaille sur la dimension itérative de la personne humaine. Selon les évangiles, toute personne est une histoire. Toute personne a une histoire. Toute personne se construit dans une histoire de conversion, un changement personnel. Et cette histoire, ça peut être une histoire sexuelle. Ça peut être aussi une histoire sexuelle. Se découvrir dans une telle ou telle autre sexualité. Et je trouve que c'est une passerelle intéressante. Il y a aussi toute une tradition personnaliste. S'accomplir en tant que personne. S'accomplir en tant qu'homme, s'accomplir en tant que femme dans le christianisme. Alors aujourd'hui, on bute, et je pense que ça viendra dans nos échanges, que pour s'accomplir en tant qu'homme ou en tant que femme dans le christianisme, en dehors des vocations religieuses, c'est souvent se marier et avoir des enfants. Et je sais que là, il y a un gros conflit, un hiatus entre les études de genre et notre intelligence contemporaine. Est-ce qu'on peut être un homme hétérosexuel ou être un homme homosexuel marié? Nos sociétés démocratiques tendent à dire que ça se vaut. L'intelligence catholique tend à dire que non, ça ne se vaut pas. Néanmoins, je pense qu'il y a un travail à poursuivre. Voilà. Je suis optimiste sur ce dialogue études de genre catholicisme. La relatio post-dispectationem, le texte intermédiaire du synode des familles qui était sorti après la première semaine de débat lors du synode des familles à Rome il y a quelques semaines, nous montrer que les choses changent, que les choses peuvent changer, et c'est vers ça que je veux voir, et peut-être que ça entamera une nouvelle étape du dialogue des études de genre et de la tradition intellectuelle catholique. Je vous remercie.